Chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je prends la parole aujourd'hui et une fois n'est pas coutume, encore une fois, aujourd'hui, mon intervention, je ne sais pas si la connexion est bonne, si jamais il y a quelqu'un qui... Je vais devoir vérifier si c'est... Souci de connexion. Bon. On va devoir relancer la tentative. C'est... Bon, je continue et puis éventuellement si la connexion fonctionne et je verrai, mais dans tous les cas, on ne peut pas, je vais devoir continuer. Merci Mbaba Ali, ça m'a permis de voir que l'émission fonctionne. Bon, chers amis, je voudrais aujourd'hui particulièrement intervenir. Je ne vais pas aborder un sujet sur la politique comorienne, mais je vais aborder un sujet sur l'histoire des Comores et particulièrement une réaction après avoir vu une émission organisée par, une émission animée par Mansour Kamardine. C'est une émission qui appelle sa chaîne ou Hossia, je pense, oui, Mayotte comorienne, la vérité, épisode numéro 1, origine et peuplement, donc conversation avec Mansour Kamardine. Et dans cette émission, je vais faire une analyse critique, puisque dans cette émission, Mansour Kamardine avait invité un professeur d'histoire qui s'appelle Moussa Atoumani, et ils ont évoqué la question du peuplement des Comores, et comme vous le savez, sur les questions politiques, ou même si l'émission voudrait, ou on avait l'impression que c'était une émission d'histoire, mais Mansour voulait effectivement corroborer ou faire venir un historien pour corroborer ces thèses politiques qui sont souvent en contradiction avec la réalité historique. Et c'est sur ce point-là que je me permets aujourd'hui de prendre la parole pour d'abord apporter une analyse critique à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, dans l'émission de Mansour, Mansour a invité le monsieur Moussa Atoumani, un professeur d'histoire, pour l'interroger sur l'histoire des Comores, ou sur l'histoire de Mayotte, comme il a voulu le présenter comme ça. Mais sauf qu'on constate que ce n'était pas l'historien qui parlait, mais c'est plutôt Mansour qui essayait de placer des pans de son narratif mensonger sur la conversation, et à tel point qu'on se demandait si c'était l'historien ou c'était Mansour qui était l'invité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans cette émission, malgré le respect que je dois à ce professeur, j'ai trouvé des incohérences extrêmement graves qui m'obligent en tant qu'historien d'intervenir et surtout d'attirer l'attention à nos frères de l'autre côté de Mayotte ou à n'importe qui verra cette émission et qui risquera de prendre cette émission comme quelque chose de crédible, parce qu'il y a eu des incohérences qui sont extrêmement graves. D'abord, c'était à partir de la 21e minute ou quelque chose comme ça, mais je voudrais, avant de replacer le contexte, parce que quand on écoute l'émission, on sent qu'il y a des bribes d'informations historiques que les présentateurs en disposaient, qu'ils essayaient de les placer, mais dans un contexte désordonné, et surtout dans des incohérences qui sont absolument inadmissibles pour une émission qui se veut une émission historique. Premièrement, dans l'émission, on nous a parlé, Mansour,
dans la présentation de cette émission, il voulait démontrer deux choses. Déjà, la première chose, c'est que le peuplement des Comores n'a rien à voir, il n'y a pas un peuplement unique, mais plutôt Mayotte se singularise par rapport à l'ensemble des Comores, ce qui est faux, et les historiens sont légion dans ce domaine-là, quel que soit leur bord, mais nous sommes tous d'accord sur la construction de l'histoire, et je reviendrai là-dessus. Deuxièmement, on voudrait nous expliquer que il n'y a jamais eu, les Comores, Mayotte n'a jamais été comorienne, ou Mayotte n'a jamais été sous la domination d'une quelconque autorité comorienne, et donc de surcroît, même si la colonisation, etc., etc. Je vais également apporter des éclairages par rapport à ça. Et troisièmement, c'est l'historien, cette fois-ci, qui a dit des choses qui sont inadmissibles lorsqu'il a abordé la question de l'histoire de Madagascar en relation avec l'histoire des Comores. Donc, maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que, déjà, premièrement, en ce qui concerne le peuplement des Comores, ces îles de l'océan Indien, que ce soit Madagascar, je parle particulièrement de Madagascar et les îles Comores d'à côté, ils ont connu pratiquement les mêmes mouvements historiques. Les mêmes mouvements historiques et pratiquement le même peuplement aussi, puisque des historiens qui ont déjà écrit dans le cadre de notre histoire ont démontré que les Austronesiens, c'est-à-dire ces populations qui sont venues d'origine indiano-océanique, qui sont venus vers Madagascar, ont touché également les Comores. Il y a même des articles un ouvrage qui est écrit par un Anglais, je chercherai le nom pour le partager, et qui démontrait qu'ils ont fait des études sur la base des ADN pour essayer de retrouver les traces des Austronesiens, et ils ont trouvé que l'ADN la plus ancienne des Austronesiens dans cette région-là, ils l'ont trouvé de l'autre côté d'Anjouan. Donc, quand Mansour essaie de nous expliquer que finalement, de l'autre côté de Mayotte, on a eu une construction d'un peuplement qui n'a rien à voir avec les peuples des îles d'à côté, c'est du n'importe quoi, puisque les faits et les historiens sont légion. Il suffit d'aller lire le livre de Alfred Gervais, il faudra aller lire les livres de même Claude Alibert, il faudra aller lire un certain nombre de livres de Jean Martin, il faut lire Pierre Véran, et etc., etc. Vous en trouverez des éléments qui vont corroborer ou qui vont battre en brèche ce que Mansour Kamardine a essayé de dire. Deuxième élément, on nous a dit dans cette émission-là, et je voudrais surtout, parce qu'il y a eu des choses qui sont extrêmement graves, qui ont été dites par l'historien, je vais corriger d'abord ces faits-là, et puis après, je vais essayer de faire d'une façon, dans un condensé, essayer de présenter les éléments historiques pour essayer de mettre les éléments dans son contexte, contrairement à ce que ça a été fait dans le cadre de cette émission, puisque dans cette émission, parfois, on parle d'un événement qui s'est passé il y a très longtemps, on évoque cet événement dans un moment historique qui n'a rien à voir avec le moment, en mélangeant les acteurs, en attribuant des liaisons ou des relations sociales à des acteurs qui ne le sont pas, etc., etc. Donc, par rapport à ça, je voudrais, parce que, comme je l'ai dit, l'émission de Mansour avait un objectif. Son premier objectif, c'est de démontrer que les Comores n'ont jamais été unis ou Mayotte n'a jamais été sous l'autorité d'une île quelconque comorienne, ce qui est faux et j'en veux pour preuve. Il suffit de regarder les écrits de ceux qui sont des navigateurs ou ceux qui ont traversé nos régions à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle, qui parlent déjà que depuis le XVIe siècle, il y a eu des déclarations. On peut citer par exemple Jacques Van Heemskerck. On peut citer également James Prior, c'est un médecin qui était à bord d'un frégate HMS Nisus. On peut citer tant de personnes qui ont déjà écrit des rapports ou une documentation, en expliquant que ces îles, toutes ces îles-là, depuis le XVIe siècle, les autres îles des Comores avaient l'autorité d'Anjouan avait une supériorité sur ces autorités des autres îles et qu'une grande partie de ces îles-là rendaient toujours compte et payaient le tribut de l'autre côté d'Anjouan. Et surtout, on verra également qu'il y a un africaniste américain du XXe siècle qui a écrit, le docteur Lyndon Harris, qui écrivait que traditionnellement, l'île de Johanna, c'est-à-dire l'île d'Anjouan, avait une supériorité sur l'ensemble des trois îles. En vérité, quand on traite un travail d'historien, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les historiens, on doit se contenter des preuves matérielles ou de preuves, ou que ce soit des traditions orales, mais qui seront traitées. Donc, c'est comme si
Quand quelqu'un, par exemple, supposons que une personne te parle de la religion, il doit te citer des sources. Il doit te dire quel verset du Coran a dit ceci, et donc il te donne le verset, et il te dit quelle tradition de prophète a dit ceci, et te citer le document dans lequel on a tiré cette information-là. Donc quand on traite une information historique, il faudra tout simplement dire quelle personnalité a écrit, quelles archives ont fait référence, quels ouvrages ont fait référence pour corroborer ou pour étayer ces informations-là. C'est pour cela que j'invite celles et ceux qui veulent connaître un peu l'histoire de cette région d'aller lire le livre de Alfred Djevray sur Essai sur les Comores. C'est un livre qui a été publié depuis 1870, donc qui n'avait rien à voir avec le développement de la géopolitique qui est postérieur à cette période-là. Parce que souvent, on regardera, vous verrez que quelqu'un comme Jean Martin, en 1976, il va commettre un article avec Pierre Vérin pour contrecarrer ou pour s'opposer à l'usage d'un terme sur un article écrit par un écrivain ou un auteur qui dit que Mayotte était la plaque tournante de cette zone-là. Jean Martin et Pierre Vérin vont contester ce document-là en disant que ce n'est pas possible puisque c'était en juin qui était la plaque tournante de cette région. Et donc, de surcroît, et surtout, c'est que Mayotte n'était qu'un État vassal d'Anjouan. Mais le même auteur, en 2010, puisqu'il y a le développement de, vous savez, un historien peut aussi prendre des positions mensongères, et en 2010, parce qu'il y a la départementalisation qui se chemine et tout ça, il va écrire un livre pour dire que finalement, il n'y a jamais eu une relation, etc. etc. Donc, ça, c'est pour vous donner un peu sur l'approche méthodologique, ce qu'il fallait, certaines informations. Deuxième information, l'historien qui était invité, M. Moussa Toumani, il évoque des informations. Il évoque des informations, mais quand il évoque ces informations, il évoque une information. Mais l'information qu'il évoque n'est pas juste. Lorsque, par exemple, il dit que André Nansouli n'était pas aimé par les Malgaches, les Mahorais, c'est une information vraie. Mais son explication est fausse. Parce que dans son explication, il explique que André Nansouli n'était pas aimé par les Mahorais parce qu'il n'était pas musulman. Ce qui est anachronique pour un historien, puisque on sait que André Nansouli, lorsqu'il était à Madagascar, il s'appelait Tiele Valou, et que de là-bas, c'est le moment où il s'est converti à l'islam depuis chez lui, à Madagascar, qui a pris le nom de André Nansouli, qui veut dire tout simplement le noble converti. Donc André Nansouli était musulman depuis Madagascar, et d'ailleurs, sa conversion lui a valu un rapprochement avec les Antalawati de Madagascar, mais également un éloignement par rapport à sa propre communauté, qui est la communauté Sakalava, qui voit en sa conversion une forme de trahison par rapport à leur propre histoire et à leur culture. Donc, quand le professeur historien dit que André Nansouli était contesté à Mayotte parce qu'il n'était pas musulman, non, André Nansouli était contesté à Mayotte tout simplement parce qu'il était malgache. Et il était un usurpateur, et que les dynasties royales de Mayotte n'ont jamais admis l'idée qu'une malgache ou un malgache prenne le trône de Mayotte au nom d'une quelconque légitimité quelconque. Et sur ce point-là, je voudrais également rappeler que ce professeur a dit aussi quelque chose qui m'a extrêmement choqué, parce que en essayant d'expliquer l'histoire de Madagascar et des Comores, il est allé, et je donne la précision, c'est à la 22e minute de son émission, il a dit que le père d'André Nansouli était Radama. Mais cette phrase, rien que cette phrase discrédite la totalité de l'émission. Quand un historien dit que le père d'André Nansouli c'est Radama, ça veut dire tout simplement que cet historien ne connaît pas l'histoire de cette région. Il ne peut pas faire une confusion pareille, puisqu'on sait que Radama Ier, qui était le fils d'Andrenampunimerna, le fondateur du royaume de l'Imerna dans les hautes terres de Tananarive, lorsqu'Andrenampunimerna est décédé en 1810, c'est son fils Radama Ier, qui a pris le pouvoir. Et pire encore, l'historien a dit quoi? Que c'est lorsque la reine Ranavalona Ier a pris le pouvoir à Tananarive dans le cadre de son expansion pour la reconquête de l'ensemble de Madagascar sous l'autorité de l'Imerna, que Radama, qui s'opposait à Ranavalona Ier, mais c'est inadmissible, c'est insensé, c'est anachronique, c'est même indécent pour un historien,
pour la simple et unique raison, c'est que Radama était le mari de Ranavalna Ier. Vous imaginez, quelqu'un qui est historien, qui explique que Radama Ier, qui était le mari de Ranavalna Ier, mais Radama est décédé le 28 ou le 27 juillet 1828. Et l'historien explique que c'est Radama qui était un roi Sakalava. Mon Dieu Seigneur, Radama était un roi Sakalava. C'est l'historien de l'émission. Et qui dit qu'il fait partie des rois qui ont résisté à l'expansion de Ranavalna Ier. Alors que dans l'histoire de Madagascar, Ranavalna Ier a hérité de la trône à la suite, après le décès de son mari en 1828, c'est-à-dire Radama Ier, dans un contexte extrêmement difficile, puisque déjà, Radama, à sa mort, la légitimité ne devait pas du pouvoir, ne revenait pas de droit à sa femme, mais plutôt à son premier fils, Rakoutoubé. Sa femme qui s'appellera Ranavalna Ier, de son vrai nom, il s'appelle Ramav, qui est la fille d'une cousine du père de Radama, André Nampouilmerna. Donc, elle prendra le pouvoir contre le fils aîné de la sœur de Radama Ier, et donc contre la famille de Radama. Et à partir de ce moment-là, Ranavalna Ier va se lancer dans une chasse à l'homme contre la famille de son ex-mari, Radama Ier. Donc, quand un historien dit que Radama Ier était un roi Sakalava qui résistait contre l'expansion de Ranavalna Ier, alors que Ranavalna Ier, c'est l'épouse de Radama qui est arrivée au pouvoir après le décès de son mari en 1828. Là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et rien que ces propos discréditent la totalité de cette émission, puisque un malgache qui va écouter ça, il va se dire, mais ces gens-là, ils sont en train de raconter quoi? Mais vous imaginez la gravité d'un propos pareil. Parce que quand on invite, on est historien, on peut être invité dans une émission. D'ailleurs, j'ai trouvé que monsieur le professeur était extrêmement à l'aise lorsqu'il parlait du peuplement. On sentait quelqu'un qui maîtrisait le début de son émission. Mais à partir du moment où on l'invite dans un terrain qui est d'ordre politique, auquel il ne maîtrise pas, il a commencé les approximations en disant des choses, en mélangeant les événements, en disant, etc., etc. Donc, je voudrais surtout rappeler à celles et ceux qui ont vu cette émission que surtout pas, ne considérez pas cette émission comme une émission historique, parce qu'il y a des incohérences et des propos qui relèvent carrément d'une incohérence inadmissible en histoire. La femme d'un roi décédé, et cette femme qui l'a succédé, qui s'appelle Ranavalna Ier, qui a succédé à Radama, ne peut pas être, on ne peut pas dire que son ex-mari était un roi Sakalava qui lui résistait alors qu'il est décédé avant que sa femme prenne le pouvoir. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on entend des bribes d'histoire ici et là, on essaie de le raccommoder pour essayer de justifier, d'essayer de rapprocher, etc., etc. C'est extrêmement grave ce genre de propos. Donc, j'ai voulu surtout corriger ces informations parce que ce sont des informations qui discréditent cette émission. Ce sont des informations d'une incohérence absolue. Et là, c'est là où j'étais choqué, c'est quand je vois Mansour acquiescer comme ça, quand le monsieur, il dit, Ranavalna Ier était dans son expansion et qu'il se retrouve face à la résistance de Radama. Et Mansour qui acquiesce, je me suis dit, mais ça veut dire que Mansour n'a jamais lu un livre d'histoire de cette région. Mais comment quelqu'un qui prétend connaître cette histoire de cette région peut écouter, à supposer que le professeur, il s'est complètement mêlé les pinceaux, et donc il est en train de dire des choses qui ne sont pas censées. Pourquoi Mansour Kamardine, s'il connaît il acquiesce, il ne lui dit pas, ah non, il me semble que là il y a un problème, puisque Radama Ier était le mari de Ranavalna Ier, on ne peut pas dire que Radama était un roi Sakalava qui résistait contre l'expansion de Ranavalna Ier. Mais c'est là, ça prouve que Mansour ne maîtrise pas l'histoire, mais Mansour essaie de manipuler l'histoire au service d'une ambition politique
ou au service d'une argumentation politique qui consiste à dire que finalement les Comoriens, les Mahorais, on n'a jamais été ensemble, etc., etc. Et deuxièmement, on veut nous expliquer que de toute façon, les Comoriens n'ont jamais été ensemble, etc., etc. Et là, je vais revenir là-dessus. Une fois que j'ai évoqué ces éléments-là, à un moment donné, Mansour a dit une chose très intéressante. Il a dit qu'il va falloir que nos jeunes Mahorais apprennent l'histoire, surtout doivent approfondir les recherches pour connaître les dynasties de Mayotte. Je voudrais juste dire à Mansour qu'il y a une chose. Il suffit juste d'aller lire les deux chroniques de Mayotte. La chronique du Kadi Omar Ben Aboubakar et la chronique de Cheikh Moukadar. À partir du moment où vous lisez ces chroniques-là, vous verrez tout simplement que malgré quelques différences sur certains noms ou certains faits historiques, les deux s'accordent que les dynasties régnantes de Mayotte étaient d'origine anjouanaise. Ça, ce ne sont pas des documents écrits par des Anjouanais, ce sont les chroniques des Mahorais. C'est le Kadi Omar Ben Aboubakar et le Cheikh Moukadar qui ont écrit deux des grandes chroniques. Et les historiens accordent plus d'importance sur celle de Kadi Omar parce qu'il y a plus des éléments qui se rapprochent de beaucoup plus de vérité que celle de Cheikh Moukadar. Mais dans tous les cas, les deux chroniques sont unanimement d'accord que les dynasties régnantes de Mayotte étaient tous d'origine anjouanaise. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sur le Kadi Omar Aboubakar, il explique que le premier sultan d'Anjouan, qui s'appelait le sultan Mohamed Ben Hassan, qu'on appelle Mchira, était souverain à la fois à Anjouan et aussi à Mayotte. Et il avait épousé Djoumé Amina, fille du Fani de Mtsamboro, et cette information est citée également par Alfred Gervais dans son livre publié en 1870. Et cette fille-là, et c'était la fille d'un haut responsable qui s'appelle Wazir Masla. Et de la naissance de cette union, il va avoir la naissance du fils qui s'appelle Aïssa, qui sera fils d'Amina et qui va succéder au trône de son père de l'autre côté de Mayotte. Son père, arrivé à un certain nombre ou à un certain âge, il s'est réfugié à Anjouan, là où il va mourir, et de l'autre côté d'Anjouan, c'est un autre demi-frère du sultan de Mayotte qui va arriver au pouvoir, qui va succéder à son père de l'autre côté à Anjouan. Donc, à celles et ceux qui veulent manipuler l'histoire, en nous disant qu'il n'y a jamais eu une relation entre ces familles, entre Mayotte et Anjouan, ou les Grandes Comores, etc., etc., faites tout ce que vous voulez, mais dans tous les cas, que vous prenez, que ce soit l'histoire, que ce soit le présent, vous verrez toujours qu'il y a un lien qui imbrique nos sociétés dans le cadre de cette histoire. Je prends un exemple Aujourd'hui, à Mayotte, quand on parle de faits culturels majeurs, on peut parler de l'attachement aux Mahorais, aux Daïra ou aux trucs comme ça. Et là, on verra que ce soit la Chagoulia, c'est une confrérie qui est venue de l'autre côté de la Grande Comore, avec Mohamed El Marouf. Et quand on parle de la Rifaïa et de tout ce qui est Moulidi et les chants que vous chantez dans les Mali des Chengue là, ce sont des chants écrits aussi par un éminent religieux de Danjouan qui s'appelle Chomonia Matfundi, qui a propagé la confrérie Rifaïa de Madagascar jusqu'à Mayotte dans l'ensemble de nos îles. Donc, quand vous parlez du débat qui vous rend très fier, c'est aussi l'œuvre de ces messieurs-là et une partie de ces chants chantés et accompagnés par les tambourins qui ont fini par donner cette culture, etc., etc., comme on en voit en jouant dans les taris, ou etc., etc. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'histoire, on ne peut pas la manipuler puisqu'il y a des faits qui sont là. Les faits sont là. Donc, à celles et ceux qui, souvent, ils disent qu'il n'y a jamais eu une autorité générale de tout l'ensemble de ces îles avant l'arrivée de la colonisation. C'est vrai. C'est vrai en partie, puisqu'il y a eu des moments, puisque comme l'historien Moussa Toumani l'a expliqué, l'histoire de nos îles n'a pas commencé en 1841. L'histoire de nos îles n'a pas commencé en 1841. Bien avant 1841, il y a eu une relation dans nos îles. Il y a eu une reine, des reines ou des rois, une reine ou des sultans qui géraient ou qui avaient des relations entre les îles, etc., etc. Mais ce qui est le plus important, c'est ça. Il faut reconnaître que l'avènement de la colonisation en 1841 dans notre région
La France n'est pas venue dans notre région parce qu'on a voulu que la France vienne. La France est venue dans la région de l'océan Indien, tout simplement, particulièrement dans la région de l'océan Indien occidental, de l'autre côté de nos îles, parce que la France a perdu l'ensemble, une grande partie de ses possessions coloniales de l'Inde. Et en 1870, à peu près autour de cette date-là, elle a perdu l'île de France, qui est l'île de Maurice. Et c'est en ce moment-là que la France a commencé à se chercher des points d'attache de l'autre côté de l'ouest de Madagascar, notamment de l'autre côté de Nosibé, avec Passo qui va aller contracter un traité avec Nosibé et qui se rapprochera de l'autre côté de Mayotte, puisque de l'autre côté de Nosibé, celui qui a été envoyé, c'est M. M, qui va créer d'ailleurs la ville de Nosibé. Et de l'autre côté de nos îles, il va venir, Passo viendra signer les accords avec André Nazoui. D'ailleurs, souvent je me pose la question en me disant, mais est-ce que... Je lisais le commentaire de notre frère. Je me pose souvent la question, il m'a perturbé parce que j'étais en train de lire son commentaire. C'est que quand Passo est arrivé dans notre zone, avant de contracter, moi je parle des faits historiques, Passo est venu en 1841 de l'autre côté de Mayotte. Avant 1841, 1840, 2 ans avant, André Nantouli avait tenté déjà, il avait commencé à entreprendre des relations avec, de l'autre côté, André Nantouli tentait de prendre contact avec le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni était déjà en contact avec l'Anjouan, pour essayer de vendre Mayotte au Royaume-Uni. Maintenant, la question que je pose moi, par rapport à tout ça, qu'est-ce qui s'est passé dans notre zone? Je vais essayer de résumer un peu. De l'autre côté de Mayotte, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi certaines personnes mélangent les faits de l'autre côté? Je rappelle que avant l'arrivée, André Nantouli est venu à Mayotte en 1832. Mais avant que André Nantouli arrive à Mayotte, je voudrais juste rappeler un fait historique très intéressant pour le cas de Mayotte. C'est qu'au niveau de Mayotte, en 1806, il y a le sultan Salim II qui décède. Il sera succédé par son fils Swali. Le fils Swali de Salim II va affranchir un esclave qui s'appelle Mawana Madi et qui va lui nommer conseiller. Mawana Madi finira par assassiner le sultan Swali. Et comme il se savait qu'il était esclave et qu'il ne sera pas reconnu par les Mahorais, il a tenté de se chercher des alliés de l'autre côté de Sakalava et il fait un voyage de l'autre côté de Majenga où il va nouer une relation matrimoniale avec une femme Antalaot de l'autre côté. Cette femme deviendra qui est la nièce de André Nantouli, Tselevalou de l'autre côté de Majenga. Cette femme sera la mère du sultan Banakombo qui régnera à Mayotte après. Lorsque Mawana Madi est parti de l'autre côté, Mawana Madi a fait ce qu'on appelle un fatja. Le fatja, d'ailleurs, Mansour a voulu parler de ça, mais il n'a pas su le dire le mot. Le mot, ça s'appelle le fatja, ça s'appelle le serment du sang. Le fatja, ça veut dire tout simplement, tu prends ton sang, tu le mélanges avec celui d'une autre personne, et à partir du moment où vous mélangez ce sang, vous deviendrez automatiquement, par le pacte du sang, des frères de sang, et vous vous jurez fidélité et vengeance dans le cas où il y a des problèmes. Et Mawana Madi, lorsqu'il a signé ça, il est reparti à Mayotte. De l'autre côté de Mayotte, il finira par être assassiné aussi. Et ceux qui l'ont assassiné, son enfant, Banakombo, a voulu venger son père, et il est parti à Madagascar pour demander à André Nantouli, au nom du lien de pacte de sang qu'ils ont signé avec son père. Donc André Nantouli devient son oncle par la pratique du Fatja. Il a demandé à ce qu'on lui donne des militaires pour qu'il aille à Mayotte. Et effectivement, on l'a aidé pour venir reconquérir le pouvoir à Mayotte. Banakombo n'a jamais eu l'adhésion des Mahorais pour une raison très simple. Les Mahorais ont toujours contesté le fait que Banakombo, sa mère, est malgache. Sa mère est malgache, donc il n'a aucune légitimité d'être roi à Mayotte. Et quand j'entends des Mahorais qui se disent fiers d'André Nantouli, qui n'est ni de père, ni de mère Mahorais, et je me dis, mais finalement,
les dignitaires mahorais de l'époque qui ont combattu André Nansouli et qui ont combattu Bana Kombo parce qu'ils ne voulaient pas que ces enfants de Samalgache prennent le trône de Mayotte, ils doivent se retourner dans leur tombe en voyant qu'aujourd'hui, il y a des gens à Mayotte qui se disent complètement, qui vénèrent ces gens-là, alors qu'en vérité, leurs ancêtres n'ont jamais voulu que ces gens-là viennent à Mayotte. Et qu'est-ce qui s'est passé après? À partir de ce moment-là, en 1832, André Nansouli a eu des difficultés de l'autre côté de Madagascar. Et je rappelle un fait historique très vite, pour rappeler à l'historien ce qui s'est passé de l'autre côté. Madagascar n'était pas un royaume uni. À Madagascar, il y a eu des royaumes. À l'est, il y avait un royaume qui s'appelle le royaume Betsinsaraka, qui avait vu des moments de guerre entre Ratimlao et Ramananu, qui se sont fait la guerre. Et lorsque Ratimlao a gagné cette guerre-là, il a dit désormais, toute ma région, la population de ma région, ça s'appellera les Betsinsaraka, c'est-à-dire les nombreux qui ne se séparera jamais. Ça, c'est à l'est de Madagascar. De l'autre côté du nord, il y a eu deux royaumes qu'on appelle le royaume Sakalava du Bouina, de l'autre côté de Majenga, et du Ménabé de l'autre côté, des Sakalava du nord vers le Diego. Ce royaume-là, à l'origine, il s'agit de la dynastie Marosranana qui est venue du sud de Madagascar, le sud-ouest de Madagascar, de l'autre côté de Tuya, et arrivé au niveau du nord. Le fondateur, il est décédé, et deux de ses enfants se sont tous les deux séparés. L'un va fonder le royaume Sakalava du Bouina, et l'autre va fonder le royaume Sakalava du Ménabé. Donc, à partir du moment où on est dans cette zone-là, c'est pour montrer que quand le royaume Merna de Tananarive a voulu conquérir l'ensemble de Madagascar sous l'autorité du royaume de Merna, rappelons que André Nampouni Merna, qui est décédé en 1810, avait dit par testament moral à son fils, Radama, que n'oublie jamais mon fils, que ni Ra, ni Masna, ni Valaparigako, que la mer devienne les limites de notre rizière. C'est de ça que André Nampouni Merna a dit à son fils Radama, qui Radama se lancera dans une conquête élargie de Madagascar pour reconquérir Madagascar et avoir accès à la mer. Parce que Tananarive, c'est les hautes terres. Le commerce se faisait dans les côtes. Donc c'était les Sakalava qui avaient le monopole de l'échange avec l'extérieur et de l'autre côté des Betsinsaraka, de l'autre côté de l'Est à Tamatave. Donc, Radama va lancer cette opération dans cette conquête en 1828. Le 28 juillet 1828, Radama décédera brutalement. Sa femme, Ranavalna Ier, va prendre le pouvoir 1828 jusqu'à 1861. Et pendant toute cette période-là, il va lancer l'expédition de la reconquête. Et de l'autre côté, lorsque Radama avait lancé la conquête, il avait nommé de l'autre côté de Majenga un de ses cousins qui s'appelle Ramanetaka. Mais comme je vous ai dit que l'avènement de Ramanetaka, de Ranavalna Ier au pouvoir n'était pas admis par l'ensemble des Malgaches de l'Imerna, il va y avoir une contestation. Et en ce moment-là, Ranavalna Ier, il va se lancer dans une politique d'abord anti-européenne et anti-famille de Radama. Et c'est dans cet acharnement-là que Ramanetaka, qui était un cousin de la famille de Radama, a pris la fuite de l'autre côté de Majenga pour aller en juin avant de regagner Moélie. Et lorsque André Nansouli a vu que les choses commençaient à devenir extrêmement graves, il a fui Madagascar pour aller de l'autre côté de Mayotte. Je rappelle à celles et ceux qui souvent disent que les Comores n'étaient pas unis avant la colonisation française. Je vous rappelle une chose, Madagascar n'était pas uni avant la colonisation française, même si on parle du royaume de Madagascar. Et pire encore, de l'autre côté de Madagascar, il y a eu des royaumes, des petits royaumes, notamment de l'autre côté de Lusibé, de l'autre côté de Antakarana. Il y a eu des petits royaumes qui ont fait corps expédition avec la colonisation française pour prendre les armes et se battre contre des Malgaches de l'Imerna. Et pourtant, on n'a jamais remis en cause l'unité de Madagascar. Pourquoi de l'autre côté de Madagascar, quand c'est Radama, ou c'est André Nampouni Merna, ou c'est Ranavalna Ier qui lance des expéditions pour l'unification de Madagascar sous l'autorité du royaume de Merna, on parle des rois unificateurs, mais quand au Comore c'est le sultan Abdallah II qui lance des opérations pour unifier l'ensemble des îles sous l'autorité du sultanat d'Anjouan, on parle des Comores des sultans batailleurs. Chez les uns, quand on fait l'unité, on est un unificateur. Chez les Comoriens, quand il y a un sultan qui fait la guerre contre les autres pour essayer d'unir dans l'unité sous l'autorité d'Anjouan, on parle des sultans batailleurs. J'ai voulu tirer cette nuance-là. Et à partir du moment où, en 1832, André Nansouli arrive à Mayotte. Difficulté à Mayotte, 1833, je vais le faire vite.
1833, André Nansoul était obligé de quitter Mayotte pour partir en juin. La première traversée de ce bras de mer qui sépare Anjouan et Mayotte 70 km est fait par André Nansoul de l'autre côté pour y aller en Anjouan et sa femme décéda. Makilou, il décéda dans la traversée. André Nansoul arrive en Anjouan. Arrivé en Anjouan, le sultan Abdallah II va lui confier une mission en 1834. Je donne des dates pour celles de ceux qui veulent aller vérifier. En 1834, on lui donne une mission. Vous allez à Madagascar, recruter de mercenaires, nous allons lancer au niveau d'Anjouan l'expédition pour récupérer Mayotte et récupérer Moïli après. André Nansoul revient avec les mercenaires, on lance l'expédition, Sultan Abdallah II, André Nansoul lance l'expédition de l'autre côté de Mayotte et ils ont repoussé Ramane Taka qui avait pris le pouvoir à Mayotte. Ramane Taka s'est replié à Mayotte et désormais Anjouan a reconquis en 1835 Mayotte. Le sultan Abdallah II d'Anjouan instaura Oumar Massoula comme gouverneur d'Anjouan à Mayotte. Nous sommes en 1835, à celles de ceux qui veulent vérifier les faits historiques. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un corps expéditionnaire, Sultan Abdallah II, André Nansoul, Bwana Kombo II, avec les frères et sœurs et beaucoup de gens, ils vont lancer l'expédition pour la reconquête de Moéli. Ça veut dire que s'ils réussissent la reconquête de Moéli, Anjouan et Mayotte seront sous l'autorité du sultanat d'Anjouan, Sultan Abdallah. Et c'est à partir de ce moment-là, ils sont partis à Moéli, et de Moéli, ils ont assiégé Fomboni. Ils avaient la main, puisqu'ils étaient presque gagnants. Mais sur un coup de sort, le vent et la pluie a fait chavirer leur bateau. Le sultan Abdallah II d'Anjouan et Bwana Kombo de Mayotte et certains de leurs alliés sont morts à Moéli dans la conquête de l'unification des Comores. André Nansouli a échappé avec son bateau pour aller directement à Anjouan. Et de l'autre côté d'Anjouan, qu'est-ce qui va se passer? De l'autre côté d'Anjouan, c'est le fils de Sultan Abdallah II, Alaoui II, qu'on appelait Alaoui Ntiti, qui va prendre le pouvoir. Il désignera André Nansouli comme gouverneur, cette fois-ci, pour Mayotte, et il l'enverra à Mayotte. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que de l'autre côté d'Anjouan, il va y avoir un problème. Un problème de succession parce qu'il y a un oncle qui s'appelle Seyid Hassan, du roi, qui n'est pas d'accord à ce que ce soit le sultan Alaoui II qui prend le pouvoir parce qu'il y avait deux principes. Il y avait un premier principe qu'on appelle le principe de primogéniture, c'est-à-dire que c'est l'aîné, le fils aîné ou la fille aînée qui doit prendre la succession, qui doit hériter, qui doit être priorité dans la succession du père d'enfant. Et alors, il y avait une autre démarche qu'on appelle le seigneuriat. C'est-à-dire que c'est l'aîné de la famille, qu'il soit fils ou qu'il soit un membre de la famille, qui doit prendre le pouvoir. Donc, Seyid Hassan, qui défendait la thèse du seigneuriat parce qu'il était le plus âgé, donc il estime que c'est à lui de considérer de prendre le pouvoir. Et de l'autre côté, il y a le sultan Alaoui qui dit que c'est lui, sultan Alaoui II. Donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir un problème au niveau d'Anjouan. Et le sultan Alaoui est à Anjouan, et le sultan Seyid Hassan, qui était de l'autre côté de Domoni, Seyid Hassan, il va demander l'aide de Ramane Taka de l'autre côté de Mayotte, de Moéli, et il va lancer une expédition à Mayotte, cette fois-ci, sous l'autorité de André Navi. Et une fois que André Nansouli a été acculé de l'autre côté de Mayotte, nous sommes dans les années 1840, c'est à partir de ce moment-là qu'il se dit, déjà les Maoris le contestaient. Et deuxièmement, son sultanat d'Anjouan, il vient de le perdre, il vient de perdre son allié Anjouan, puisque le sultan Alaoui est renversé par le sultan Seyid Hassan qui prendra le nom de sultan Salim. Après, il a renversé de l'autre côté d'Anjouan, et à partir de ce moment-là, le sultan Salim, qui était un ennemi juré de André Nansouli, il s'est dit, finalement les carottes sont cuites, il n'a aucune chance de pouvoir échapper. C'est pendant ce temps-là qu'il a commencé à voir avec Passo la possibilité de vendre l'île de Mayotte aux Français. Il y a des gens qui disent à Mayotte qu'on a vendu Mayotte pour protéger les Mahorais. Tout ça, c'est de la foutaise. Première raison,
André Nansouli est chassé de chez lui à Madagascar. Il n'a pas vendu aucune portion de son territoire à Madagascar parce que la terre à Madagascar, ça s'appelle le Taninrazana. La terre de nos ancêtres, et elle est sacrée. André Nansouli a vendu l'île de Mayotte comme un vulgaire morceau de pain parce qu'il n'avait aucune attache avec Mayotte. Et celles et ceux qui disent que André Nansouli a vendu, celles et ceux qui disent que André Nansouli a vendu Mayotte à la France pour les protéger d'Anjouan et des expéditions d'Anjouan et de la colonisation d'Anjouan, je voudrais vous demander une chose. Comment se fait-il que dans l'acte de vente du 27 novembre 1841, dans l'article 8, on précise que le sultan Alaoui d'Anjouan, qui est chassé du pouvoir, qui est parti à Maurice avec son oncle Hamza, qui est chassé du pouvoir à Anjouan, qu'il arrive à la Grande Congo, dans un territoire, si jamais il arrive dans un territoire français, La Réunion, Mayotte, ou peu importe l'endroit, ils doivent être reçus avec beaucoup plus de solennité. Si jamais on a vendu quelque chose pour éviter à ce que ce soit Anjouan qui prenne l'autorité, comment vous allez nous expliquer que dans l'article 8 de l'acte de vente, on accorde une représentativité ou quelque chose, une importance au sultanat d'Anjouan qui est en exil. Au sultan d'Anjouan qui est en exil. Donc tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est que à chaque fois, et je le répète à chaque fois, si jamais, il y a un historien de l'autre côté de Mayotte qui est disposé à faire un débat avec moi, ou s'il y a une chaîne de télé ou de radio qui veut nous interroger, et d'ailleurs j'ai vu que Mansour Kamardine, dans son émission, maintenant il fait des conversations, à l'époque il avait refusé de débattre avec moi parce qu'il était un élu, je le concède, c'était son droit, maintenant qu'il n'est pas un élu, qu'il anime une émission de vérité historique, ça serait avec plaisir d'échanger avec lui, confronter nos idées, m'interroger ou moi l'interroger sur certains faits. Je demande juste à chaque fois, je le répète, mes chers frères et sœurs de l'autre côté de Mayotte, ou peu importe l'historien, qu'il soit français, de Navarre ou de n'importe quel pays, qui soutiennent les thèses qui sont défendues par le camp maoré, en se disant qu'il a des arguments historiques ou des arguments juridiques, j'affiche ma disponibilité. J'affiche ma disponibilité, quitte à venir faire ce débat à Mayotte à mes frais, je viendrai faire ce débat au nom de la vérité historique. Ce qui est le plus important ici, ce n'est pas de gober tout ce que certains disent, parce que moi, comme je suis à l'aise avec ce sujet, j'ai toujours invité à ce que mes adversaires d'en face acceptent de faire un débat. Parce que c'est toujours facile de faire un monologue si tu n'as pas quelqu'un en face. C'est ça aussi. J'aurais aimé que l'historien, par exemple, M. Moussa Toumani, ou Raos, ou un autre historien, ou je ne sais pas, un professeur de droit, peu importe, accepte qu'on fasse un débat intellectuel. Je pense que n'importe quel Maoré qui est épris de valeurs intellectuelles serait d'accord en se disant, mais écoutez, si réellement il y a des gens dans cette île qui disent que ce que Caïs dit, ce sont des mensonges, alors pourquoi ces gens-là n'acceptent tout simplement pas le débat avec Caïs pour qu'on puisse établir la vérité dans une confrontation directe, dans une émission? C'est de ça que je parle. Parce que souvent, il y a mes amis qui disent « Oh, mais il dit n'importe quoi. Il ne revient pas à lui de nous apprendre notre histoire. Nous, notre histoire, c'est nos parents. » Vos parents ne sont pas des historiens. Vos parents ne sont pas des historiens. Ce sont peut-être des acteurs de l'histoire. Ils étaient présents. Un fait que j'avais oublié. Lorsqu'il a fallu, les Maorés ont demandé, lorsque les Maorés ont demandé l'aide du sultanat d'Anjouan pour venir leur aider contre les guerres qui opposaient les Maorés, les Malgaches, parce que le gouverneur de Maurice avait dit, sur un propos, il avait dit une chose dans ses déclarations. C'est un texte qu'on voit dans les archives. Il avait dit, il n'y aura jamais la paix dans cet archipel des Comores si on n'écarte pas André Nansouli et Ramané Taka, c'est-à-dire les frères ennemis de Madagascar qui sont déjà combattus de l'autre côté du Bouina à Madagascar, puisque Ramané Taka c'est un émerme, et l'autre, André Nansouli c'est un Sakalava.
Il a dit, tant qu'on ne les écarte pas, on n'aura jamais la paix dans cette région-là. Donc, lorsque André Nansouli et le sultan Abdallah II ont fait l'expédition de 1835 à Mayotte, pour chasser Ramanet à Mayotte et imposer Oumar Massoula comme gouverneur de Mayotte, c'était le 19 novembre 1935, 31 notables de Mayotte, Kadi Omar Aboubakar, la fille de Wanakobo, le gouverneur de Mtapere, le gouverneur du centre et 31 notables de Mayotte ont signé un acte de don. C'est-à-dire, ils ont signé un acte de cession de l'île de Mayotte au sultanat d'Anjouan qu'ils ont remis au sultanat d'Anjouan et à son fils Sultan Alaoui. Je voudrais avoir des historiens pour débattre sur ce sujet-là. J'affiche ma disponibilité. J'affiche ma disponibilité parce que l'historien, si on est historien ou si on est convaincu qu'on dit des faits historiques, on ne doit pas avoir peur de faire une confrontation avec un autre historien ou avec un autre intellectuel qui ne soutient pas les mêmes thèses. Donc j'invite les gens de notre camp qui sont disposés à défendre leur thèse d'accepter de faire des échanges avec moi dans le cadre de l'histoire pour essayer de clarifier. Et je le rappelle enfin pour terminer, une émission faite par un historien, que ce soit moi ou que ce soit un autre, ou un livre écrit par un historien, n'est que la transcription graphique de sa pensée. Ce qui corrobore, ce qui justifie qu'un livre est vrai ou faux, c'est quand on prend ce livre-là, on essaie de le confronter avec d'autres ouvrages, on essaie de regarder que disent les archives, parce que souvent, on peut voir des livres qui sont écrits par des gens, des révisionnistes de l'histoire, ou des gens qui essaient d'engager des éléments historiques qui sont faux pour essayer de corroborer des thèses historiques. Je termine là-dessus, encore une fois, en affichant ma disponibilité à celles et ceux de notre camp qui sont disposés ou qui sont suffisamment convaincus, qui disposent de bagages sur ces sujets-là pour échanger. Après tout, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais nos jeunes, nos semblables ont besoin de l'éclairage historique et ont besoin d'une vérité historique. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, j'en termine là-dessus. Et encore une fois, je rappelle à M. Mansour Kamardine, dans le cadre de vos émissions, invitez des gens. Réellement, si vous voulez savoir l'histoire et la vérité historique, invitez des historiens ou des anthropologues comme Sophie Blanchy, invitez des historiens du monde, etc., etc. Parfois même, si il y a des thèses qui opposent deux historiens, ça serait encore mieux d'inviter deux historiens qui ont des thèses différentes, inviter Carole, etc., etc., et inviter... Mais c'est ça, quand on anime une émission historique, on a envie que cette émission historique apporte la vérité. On invite les gens. Invitez des gens qui soutiennent des thèses contradictoires pour qu'ils viennent débattre sur votre plateau au nom de la vérité et au nom de la vérité historique. J'arrête là et je vous dis merci et à bientôt, chers amis.